France Culture. Les chemins de la connaissance, cette semaine, l'analyse des rêves. Aujourd'hui, la voix jungienne avec Michel Cazenave, écrivain et producteur. Michel Cazenave, bonjour. Bonjour. Les auditeurs vous connaissent bien, les auditeurs de France Culture, et notamment votre émission Les Vivants et les Dieux sur notre chaîne. Alors nous parvenons avec vous au terme de ce parcours dans le monde des rêves, en nous arrêtant avec vous sur le vaste domaine ouvert par la psychanalyse jungienne, à laquelle s'applique également le mot de Freud sur le rêve comme la voie royale de l'inconscient. Même si par la suite la rupture entre Jung et Freud, qui porte notamment et principalement sur la théorie de la sexualité, donnera à l'analyse des rêves chez l'un et chez l'autre des aspects et des enjeux très différents, il se trouve que Carl Gustav Jung est l'un des premiers lecteurs de la Traumdeutung, l'interprétation des rêves, l'ouvrage fondateur de la psychanalyse, paru en 1900, et qui est par ailleurs à l'origine de leur rencontre, Michel Cazenave. Oui, effectivement, il faut dire que Jung est l'un des premiers lecteurs, et l'un des premiers lecteurs qui prennent le texte de Freud au sérieux. D'ailleurs, il le dit lui-même dans ses mémoires, et on le voit d'ailleurs dans ses écrits de l'époque, que pour lui, ça a été comme une espèce de coup de tonnerre, comme si un voile se déchirait, si l'on peut dire. Et c'est à la suite, justement, de la lecture de la Traumdeutung, d'une part, qu'il a introduit l'analyse des rêves à l'hôpital psychiatrique du Burgosli, où il travaillait, à côté de Bleuler, ce qui à l'époque ne s'est pas fait sans réticence, parce que imposer la voie freudienne en 1904, ce n'était pas rien. Et d'autre part, c'est à la suite de cela qu'il prend contact avec Freud, effectivement, et on le sait, une collaboration qui va durer 1905-1913, 8 ans, à tel point même qu'il va être l'héritier direct de Freud, désigné par Freud en tant que tel. Donc effectivement, ça a été quelque chose d'extraordinairement important pour lui, et je pense qu'à la limite, il n'y aurait pas de psychologie jungienne. Je préfère ce mot à psychanalyse. Psychanalyse, je préfère le laisser à l'héritage freudien, c'est-à-dire freudien et lacanien. Mais il n'y aurait pas de psychologie jungienne ou de psychologie analytique s'il n'y avait pas eu l'interprétation des rêves de Freud. Alors, le thème de l'interprétation des rêves est donc très important pour les deux, mais très vite tout de même, justement sur cette question du désir et de la sexualité, les deux hommes vont s'éloigner. Oui, c'est-à-dire que c'est, je pense, plus complexe que cela. Parce que vous disiez tout à l'heure que la rupture s'est faite sur la sexualité. Elle ne s'est pas faite sur la sexualité. Ça, c'est la version officielle, si l'on peut dire. Lorsqu'on va regarder les textes, on s'aperçoit qu'en réalité, ça se fait sur un bloc, ce que j'appelle un bloc, qui est la position de la psychanalyse vis-à-vis du religieux et du mystique, et du mythologique en même temps, vis-à-vis du féminin, et d'une certaine manière vis-à-vis de la folie. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ça a été la pierre de séparation, je veux dire la cause de séparation entre Freud et Jung, et en même temps c'est ce qu'on voit tout le temps revenir dans la psychanalyse, avec des gens comme Rank, avec des gens comme Ferenczi surtout, et on le verra bien aussi avec Lacan. Et du coup, la position vis-à-vis des rêves est entraînée aussi par cela, parce que on sait très bien qu'au début de l'interprétation des rêves, Freud dit d'une certaine manière, par rapport à tout ce qui avait été la philosophie ou la pseudo-philosophie des Lumières et du 19e siècle sur les rêves, moi j'en reviens à ce que pense le menu peuple d'une certaine manière, c'est-à-dire que les rêves ont un sens, ce n'est pas simplement la déraison en tant que telle. Ou la pathologie. Ou la pathologie, exactement. Et donc je pense que ça a du sens, et je vais essayer de trouver ce sens. Et alors ce sens, effectivement, il va le ramener directement à la sexualité, tandis qu'on voit très bien que Jung, justement, je dirais, en réalité, comme il le dira souvent après, de dire
Bon, on y croit, on n'y croit pas, ça c'est autre chose. Mais de dire je suis le seul vrai grand héritier de Freud, c'est-à-dire de dire oui, bon, j'en reviens à ce que pense le peuple, et d'une certaine manière, j'en reviens à ce qu'on a toujours pensé du rêve, c'est-à-dire à une très très longue tradition et anthropologique et philosophique, à savoir que le rêve dit une vérité et souvent est à avoir précisément avec des motifs mythologiques et à avoir justement avec cette espèce de bloc dont je parlais, le féminin, le religieux, le féminin, le religieux et le fou. Vous savez, on n'est pas très loin de la phrase de Lacan. Toutes les femmes sont folles, on le sait bien, ou les femmes ne sont pas toutes. D'une certaine manière, nous sommes à peu près dans ces parages. Oui. Alors, on peut résumer aussi ce différent dans les termes de Robert Maggiori, qui nous dit Freud, d'après Jung, n'aurait visité qu'un atelier, celui où l'on explore les lois qui régissent la formation des images du désir. Jung, quitte à devoir rassembler chaotiquement toutes les sciences, a voulu explorer l'usine entière, l'incommensurable laboratoire de l'imagination créatrice. Il voulait d'abord guérir les maladies de l'âme et s'est trouvé peu à peu tenaillé par la passion de découvrir le secret même de l'âme de l'homme et de l'âme du monde. Oui, mais bien sûr, non, mais là je pense que Maggiori a tout à fait raison. Je veux dire par là que aussi il faut tenir compte du fait que Freud était un médecin neurologue, et donc confronté aux pathologies, généralement aux pathologies hystériques de la Vienne fin 19e et début 20e siècle. Jung a une formation de psychiatre. Oui. Et donc forcément, l'abord du psychisme n'est pas le même. Et je faisais allusion tout à l'heure à Lacan. Si contrairement à ce qu'on croit souvent, il y a beaucoup de choses de Lacan qui sont très proches de Jung, ou de Jung qui sont très proches de Lacan, je pense que c'est dû au fait que tous les deux sont psychiatres. D'ailleurs, il faut pas oublier qu'en 1937, quand Lacan va faire un stage, il va faire un stage à Zurich. Ce qui veut quand même dire quelque chose. Et de ce point de vue-là, effectivement, je veux dire, confronté à la psychose, confronté à ce qui est quand même l'un des signes majeurs de la psychose, c'est-à-dire ce que souvent on appelle le délire mystique, sur lequel il conviendrait quand même de s'interroger, Jung est amené justement précisément à s'interroger à travailler, à labourer le champ de ce qui est l'histoire des religions, de ce qui est l'anthropologie générale, mais en même temps, contrairement à ce qu'on croit, sans jamais renier l'héritage freudien. Je me rappelle le texte fondateur de Jung qui s'appelle les 7 sermons aux morts, écrit en 1917, dans lequel il déclare, et sur lequel en fait il va travailler toute sa vie pour essayer de comprendre ce qu'il a vécu dans l'expérience que cela représentait, dans lequel il déclare il y a deux daimons. Et daimon, on voit très bien qu'il le reprend très précisément à la philosophie grecque. C'est-à-dire ces instances intermédiaires entre les hommes et les dieux. Le démon domestique et familier. Ou le daimon Eros dans le banquet de Platon, etc. Bien. Il y a deux daimons, dit-il, la sexualité, d'une part, et la spiritualité de l'autre. Et le fait qu'on dit toujours Jung est un mystique. Alors, c'est vrai qu'il s'intéresse beaucoup au mystique. Bon, enfin, je veux dire, lorsqu'on lit le séminaire 20 de Lacan, il est entièrement fondé sur le mystique. On le sait bien. Jung est un mystique. Oui, bien sûr, c'est vrai. Et je pense qu'il est absolument passionné par la spiritualité, mais à condition qu'il y ait aussi la sexualité avec. Et il le dit bien. Et ces deux daimons, nous croyons généralement les dominer, alors qu'en réalité, nous leur appartenons. Et lorsqu'on ouvre l'œuvre de Jung, lorsqu'on la parcourt, on s'aperçoit que la sexualité, on en parle pratiquement toutes les pages. Enfin, disons, bon, pour être gentil, toutes les deux pages. Mais que en même temps, c'est vrai que sexualité, à partir du moment où la sexualité est un dialectique avec la spiritualité, on ne parle plus de la même manière la sexualité, on l'aborde plus de la même manière d'ailleurs qu'on n'aborde plus la spiritualité comme on l'aborde de manière évidemment de manière traditionnelle, tout au moins en Occident. Oui, dans le domaine de l'histoire des religions notamment. Absolument. Alors, je vous propose d'entrer un tout petit peu dans le détail de ce débat entre Jung et Freud sur le thème du rêve, avec cet extrait, Michel Cazenave, de la Traumdeutung, justement, l'interprétation des rêves. Plus on s'occupe d'interprétation des rêves, plus on doit reconnaître que la plupart des rêves des adultes ont trait à des faits sexuels et expriment des désirs érotiques. Seuls ceux qui analysent les rêves, c'est-à-dire qui vont du contenu manifeste à la pensée latente, peuvent se former une opinion sur ce point, et non ceux qui se contentent d'enregistrer leur contenu manifeste, comme le fait Neck dans son travail sur les rêves sexuels. Posons aussitôt que le fait n'a rien d'étonnant et qu'il s'accorde pleinement avec tous nos principes d'explication.
il n'y a pas de pulsion qui ait été depuis l'enfance aussi souvent comprimée que la pulsion sexuelle dans toutes ses composantes. Aucune autre ne suscite autant et d'aussi forts désirs inconscients qui agissent pendant le sommeil en produisant des rêves. On ne doit jamais oublier pendant l'interprétation cette importance des complexes sexuels. Naturellement aussi, il ne faut pas l'exagérer jusqu'à ne voir plus que. Donc un extrait de l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Et il est vrai, Michel Cazenave, que dans la plupart des clés des songes, des manuels d'interprétation qui se sont multipliés tout au long de l'histoire de l'humanité, parce que ça remonte très très loin, les rêves à caractère érotique ou sexuel sont toujours assez abondants. Non, bah, écoutez, ça me semble de l'évidence même. Il suffit de se rappeler, si je me rappelle bien, c'est le début du livre 8 de la République de Platon, qui explique qu'il y a la partie végétative de l'âme, qui rêve, comme il dit, absolument n'importe quoi et les pires choses. Et d'ailleurs, l'exemple qu'il donne même, je veux dire, alors là, on est vraiment dans le freudisme le plus pur, et je pense que de ce point de vue-là, Freud a totalement raison. L'exemple qu'il donne, c'est de dire, et on sait bien que dans ce sens de rêve, par exemple, combien de fois il nous arrive de rêver que nous couchons avec notre mère. Bon, c'est même pas la peine de donner une analyse tellement elle est évidente. Et puis, dit-il, il y a la partie intellective de l'âme, qui est elle dans laquelle nous avons des rêves qui sont au contraire en contact avec l'intellect divin et qui donc sont dans cette dimension démonique, si l'on peut dire, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Donc, effectivement, qu'il y ait de la sexualité, mais à qui il viendrait l'idée de le nier? Simplement, ça, c'est la question que je me pose et que je me pose de plus en plus, à laquelle j'ai pas de réponse. Simplement, ce que je me demande, c'est si la psychanalyse classique, c'est la thèse tenue par des gens comme Jacques Sédat, etc. aujourd'hui, par beaucoup de psychanalystes qui s'interrogent sur leur propre discipline. Je me demande dans quelle mesure la psychanalyse n'est quand même pas liée très profondément à une culture, je dirais, qui a été marquée par le monothéisme en tant que tel. Où donc il y a une position, et lorsque je dis le monothéisme, je devrais restreindre. Parce qu'en réalité, bon, il y a 3 religions monothéistes, on le sait très bien, et ça serait beaucoup plus par la tradition chrétienne, oui, en tant que telle. Judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne, même... non, ça me gêne, parce que judéo-chrétienne, c'est aussi le début du christianisme, l'église chrétienne qui en fait fait partie de la synagogue, etc. Donc je préfère dire chrétienne, non, parce que dans la tradition judaïque, on voit très bien que le sexe, par exemple, n'est pas du tout conçu de la même manière que dans le christianisme. Mais les rêves sont très présents dans la Bible. Bah, non seulement ils sont très présents, mais ça, il faudra y venir, parce qu'ils sont présents d'une certaine manière, et ils sont compris d'une certaine manière. Mais d'une certaine façon, par exemple, tout le thème dont on sait le succès qu'il a eu dans la spiritualité chrétienne. Mais le thème de il faut mépriser son corps, alors évidemment, bon, ça vient des épîtres de saint Paul, etc. Mais il faut mépriser son corps afin de purifier son âme, etc. Je pense que pour un judaïque traditionnel, ça aurait été quelque chose d'absolument... Ça n'a pas grand sens. À la limite, ça aurait même été presque blasphématoire. Presque blasphématoire. Il faut se rappeler quand même que du temps de Jésus, dans la civilisation judaïque traditionnelle, on n'avait pas le droit d'enseigner, par exemple, si on n'était pas marié. Et d'une certaine manière, le mariage et la sexualité, c'était remplir le plan de Dieu. Donc, je crois que là, il y a quelque chose qui est quand même propre très... au christianisme, effectivement. Oui, non, je pense que c'est vraiment très, très propre. Et notamment le célibat des prêtres. Ah bien entendu, mais là aussi, c'est l'héritage direct de saint Paul. Tout à fait. Alors, revenons aux rêves, si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut dire, avec toutes les nuances utiles, Michel Cazenave, que pour Jung, le rêve est plus que l'expression du désir, qu'il n'est donc pas seulement tourné vers le passé, mais vers le devenir global de la personnalité? Alors, c'est là où Jung, et souvent d'ailleurs on ne comprend pas cette position, on n'en voit qu'une partie, a une position, je dirais, dialectique. Je veux dire par là qu'il admet très bien que, effectivement, il y a tout un certain nombre de rêves qui relèvent de ce que j'appellerais, pour aller très vite, on se comprend, une catégorie freudienne. C'est-à-dire que nous sommes marqués par notre histoire, nous sommes marqués par la culture dans laquelle nous sommes marqués par la manière dont cette culture se manifeste en nous, la manière donc dont, à travers notre histoire familiale et la culture, va se mettre en place le travail du surmoi, etc. Bon, ça ne fait pas de problème. Simplement, ce qu'il dit, c'est qu'il y a d'autres types de rêves.
ce qu'il appelle les grands rêves. Et là, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il se remet dans la tradition qui a été celle des anciennes civilisations, de la civilisation grecque, des civilisations du Moyen-Orient, de la civilisation égyptienne, etc. C'est-à-dire qu'il reprend. Ce qui est tout à fait curieux, c'est que, moi je pense par exemple au travail de David Bachan, qui travaillant sur Freud avait montré comme Freud était quand même très marqué par une certaine culture talmudique, même si ce n'était pas forcément toujours très conscient chez lui. Et je pense que la trame de Jung... Jung l'a dit aussi dans sa vie, Freud avait un complexe mystique quelque part. Non mais ça c'est encore autre chose. Parce que le Talmud, c'est pas vraiment de la mystique, ce n'est pas la Kabbale. Mais je pense que la manière de raisonner de Freud est effectivement extraordinairement talmudique, c'est-à-dire avec toute l'intelligence, avec toute la pénétration qui est celle du Talmud. Et en même temps, on voit très bien comment effectivement dans le rêve, il dit le contenu latent, le contenu manifeste d'une part, le contenu latent d'autre part. Autrement dit, il s'agit de voir ce qui se cache derrière le rêve et ce qui se crypte dans le rêve. Bon, alors les phénomènes de déplacement, de condensation, etc. Et Jung dit, oui, bon d'accord, mais il y a aussi un autre type de rêve, qui sont les rêves qu'on retrouve dans la Bible, à commencer par Jacob, en finissant les rêves de Daniel, Jacob, oui. les rêves de Daniel, etc. C'est-à-dire, il y a des rêves qui disent... Alors là, c'est la formule même du Talmud, et dans l'un de ses derniers écrits, en 1958, si je me rappelle bien, d'ailleurs, il reprend le Talmud mot à mot, qui dit « le rêve est son propre commentaire ». Alors, il faut évidemment comprendre ce que cela veut dire. Le rêve est son propre commentaire, c'est tel que le dit le Talmud, tel que le reprendra la Kabbale, d'ailleurs, lorsqu'elle parlera du rêve comme de la petite prophétie, c'est-à-dire que le rêve contient en lui-même son propre sens, mais que, en même temps, c'est un sens qui est caché à l'intérieur du, entre guillemets, texte du rêve, si l'on peut dire. Et que donc, on doit se livrer. Alors là, pour le coup, je parlais de Lacan tout à l'heure, Lacan ne serait absolument pas d'accord, effectivement, on doit se livrer à une herméneutique, d'une certaine manière. C'est intéressant parce que Jung considère le rêve comme formé autour d'un noyau, il parle même d'atomes de sens, d'atomes de signification. Il y a une espèce de noyau de sens au cœur du rêve qu'il faut en quelque sorte extraire. C'est exactement ça. Lorsqu'on parle d'herméneutique, herméneutique c'est Hermès, c'est-à-dire c'est l'ésotérisme ou la théosophie au sens réel de ce mot, et non pas au sens vulgaire que ça a pris de nos jours, c'est-à-dire chercher quel est le sens intérieur qu'il y a à l'intérieur d'un rêve. Et vous savez, moi je suis très frappé, alors évidemment il y a les clés des songes comme Artémidore d'Éphèse, etc. Mais je suis très frappé lorsque je pense à un texte comme le songe de Scipion, par exemple. Bon, vous savez, dans le De Republica de Cicéron, puis repris ensuite surtout par Macrobe, ou lorsque je pense par exemple au discours sacré d'Aelius Aristide, sous le Haut Empire romain. On voit très bien comme le rêve, ce n'est pas prendre ce qu'il y a manifestement dans le rêve, et là je pense que Freud a tout à fait raison de critiquer ce genre de démarche. C'est beaucoup plus essayer de comprendre ce que les dieux, puisque nous sommes dans une civilisation païenne, ce que les dieux essaient de nous dire, c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus de nous, et qui pourtant est en nous. Et il faut essayer de le comprendre. Et lorsqu'on voit toutes les techniques qu'il y avait, ou dans le culte d'Asclépios, ou par exemple la manière dont on rêve en Égypte, particulièrement dans le Sérapéion, à travers des techniques d'incubation, etc., c'est comment se mettre en relation avec le Dieu de manière que le Dieu nous parle, mais le Dieu, il parle... C'est toujours un peu selon le fragment d'Héraclite, vous savez, sur l'oracle de Delphes. Le Dieu ne dit rien, ne cache rien, il signifie. Il montre. Il signifie, c'est à nous de comprendre. C'est à nous de comprendre. Et il y a donc tout le travail de reprise en raison pour essayer de comprendre ce qui nous a été dit. Alors, autre définition intéressante du phénomène du rêve par Jung, il considère que donc autour de ce noyau de signification, le rêve a plutôt une structure radiale et que c'est simplement dans le récit que nous en faisons que nous sommes obligés de le réintégrer dans une structure temporelle, dans la durée. C'est-à-dire que là-dessus, je pense que, curieusement, ce qu'il y a de fondamental chez Jung dans le rêve, dans sa compréhension du rêve, a été exprimé par quelqu'un qui n'était absolument pas un psychologue, qui était un des plus grands physiciens du XXe siècle, c'est-à-dire Wolfgang Pauli, le prix Nobel de physique, celui qui a inventé le neutrino, le principe d'exclusion, etc. Dans un de ses essais de philosophie et sciences, justement où il parle du rêve, il dit mais il y a quand même quelque chose de curieux que nous oublions toujours dans le rêve, c'est que le rêve que nous nous rappelons, en réalité, est un contenu de conscience.
Oui. C'est un contenu de notre conscience. Donc, rien ne nous garantit que c'est le vrai rêve que nous avons fait. C'est le rêve tel qu'il est réélaboré par et où donc en fait nous reconstruisons d'une certaine manière notre rêve. Et donc l'inconscient, c'est vrai, de ce point de vue-là, reste toujours caché finalement. Nous n'y avons jamais accès en tant que tel. Nous n'avons jamais accès qu'aux manifestations qui se font dans notre horizon conscient. Et ça suppose évidemment qu'on a un abord du rêve extrêmement différent. Et pour le coup, cela suppose, je suis obligé d'aller très vite évidemment, et de faire des raccourcis un petit peu vertigineux, si on peut dire, mais cela suppose que lorsqu'on est dans la catégorie des grands rêves, car vraiment, ça Jung tient beaucoup à cette différence distinction entre les grands rêves, ce qu'il appelle les somnia adeo missa, enfin, comme tous les Allemands de l'époque, enfin tous les Germaniques de l'époque, évidemment, il est formé par une université dans laquelle on parle latin et grec d'une manière courante, où on le lit. Les rêves envoyés par Dieu ou par les dieux, par les puissances supérieures, ce qu'il comprendra comme l'inconscient, précisément, ce sont des rêves qui ont le noyau de signification et qui en réalité, je dirais, se répandent par ondes concentriques. Donc effectivement, cette espèce de structure radiale dont vous parlez, et ce qui fait que pour le comprendre, il mettra au point sa technique de l'amplification, c'est-à-dire de voir les images, de voir tous les motifs auxquels que l'on peut raccorder à ces images, des motifs généralement de nature anthropologique ou ethnologique ou de l'histoire des religions, disons mythologiques d'une manière générale, afin précisément de faire dire au rêve ce que, précisément, il a en lui-même et qu'il ne dit pas quand même en langage direct. Alors, un autre des procédés utilisés par Jung pour justement mener cette analyse, c'est de considérer les rêves comme des séries, en série, c'est-à-dire à partir d'éléments communs. Oui, mais ça, écoutez, moi je suis frappé de voir que, quoique jungien, j'ai beaucoup d'amis analystes freudiens ou lacaniens, de voir que beaucoup de mes amis travaillent à peu près de la même manière. À savoir qu'un rêve seul, bon, parfois il y a des rêves qui sont tellement forts, tellement marquants que effectivement le rêve en lui-même dit quelque chose sur lequel, je dirais, l'inconscient, en supposant que l'inconscient est un sujet, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un sujet de l'inconscient, c'est autre chose, mais que l'inconscient a à dire quelque chose, mais que généralement ce sont effectivement les séries en tant que telles qui ont de l'importance, parce qu'on voit comment les motifs, souvent les mêmes motifs, reviennent, évoluent. Alors, soit évolue, je dirais, naturellement, parce que je pense qu'il y a une dynamique de l'inconscient, soit évolue parce qu'on est en cure et qu'alors là, il y a tout un travail de négociation qui se fait. Mais souvent, on sait très bien que les rêves et surtout les petits rêves, enfin, on s'entend, parce qu'il ne faut pas le prendre de manière péjorative. Bon, il y a aussi les rêves d'enfants, on va en parler. Bien entendu, rapidement. Mais que ces rêves n'ont de sens que lorsqu'on suit précisément la dynamique qui est en place à travers eux, et que donc la série de ce point de vue-là a une importance absolument capitale. Donc, Michel Cazenave, vous dirigez l'édition française des œuvres de Carl Gustav Jung. Alors, dans ces œuvres, il y a une part importante accordée à l'analyse des rêves, 5 volumes, 5 gros volumes, donc 2 volumes consacrés à l'analyse des rêves, donc ce sont des transcriptions de séminaires, et 2 volumes, donc un 5e consacré à l'interprétation des rêves, mais 2 volumes consacrés aux rêves d'enfants. Et là, c'est quand même un peu particulier. Il y a des difficultés spécifiques dont nous parle Jung. La première, c'est que l'enfant n'est pas forcément conscient de tous les attendus, toutes les conséquences. Oh, vous savez, qui est jamais conscient de tous les attendus, de toutes les conséquences des rêves. Mais il est difficile de le faire revenir, notamment si la peur, par exemple, est passée par là. Ce qui est étonnant, c'est que, vous savez, moi je me rappelle toujours une anecdote que raconte Lévi Brûle à propos de ces fameux Indiens qu'il affectionnait tellement, les Bororo et les Arara, et dans lequel, dans une de ses premières, je ne sais même pas si ce n'est pas sa première mission ethnographique, un matin, un membre de la tribu entre dans sa case en me disant « Tu me dois 3 chèvres ». Lévi Brûle le regarde et me dit « Comment je te dois 3 chèvres ?» Il me dit « Oui, parce que cette nuit, j'ai rêvé que tu tuais 3 de mes chèvres. » Et donc, et l'enfant,
et je ne suis pas particulièrement un fanatique de l'interprétation selon laquelle il y a une sorte d'adéquation entre les peuples premiers, si l'on peut dire, et l'enfant. Comme si les peuples premiers n'avaient pas, en fait, élaboré des théories et des pensées souvent encore plus complexes que les nôtres. Bien, mais enfin, il y a cette idée que le rêve est absolument réel. Bon, et l'enfant, c'est vrai, pour lui, le rêve est quasiment aussi vrai, souvent, que la réalité quotidienne dans laquelle il est. Moi, je me rappelle mon propre petit enfant, si je peux me servir de la serviette personnelle, qui avait rêvé que ma femme, c'est-à-dire sa grand-mère, était une espèce de lion. La première fois qu'il l'a vue après, il ne voulait pas qu'elle l'approche, en disant « tu vas me dévorer ». Bon, alors, bien entendu, on peut l'analyser par rapport à un certain nombre de pères infantiles, et je pense qu'une analyse freudienne serait tout à fait excellente, mais en même temps, et c'est cela qui rend les choses souvent assez complexes et assez difficiles, c'est que j'ai présenté jusqu'ici de dire comme s'il y avait d'une part les rêves qui relèvent de Freud, d'autre part les rêves qui relèvent de Jung. Bon, et on s'aperçoit que souvent dans les rêves, je dirais, les deux réalités s'interpénètrent et se superposent l'une à l'autre, et qu'on est obligé d'avoir les deux types d'interprétation en même temps. Et en même temps, moi, je ne pouvais pas m'empêcher de dire, oui, mais ça me rappelle la figure de Cybèle, c'est-à-dire la figure de la grande-mère. Alors la grande-mère, c'était la grand-mère, en l'occasion, la figure de la grande-mère qui, effectivement, a son attelage de lion, etc. Et je me suis aperçu qu'en déroulant ça, on arrivait à comprendre ce qui n'empêchait pas le travail strictement freudien. Mais en même temps, avec les enfants, on se rend compte que, précisément dans les rêves, on tombe souvent sur des choses. Vous savez, ça me fait penser à certains travaux, à certaines choses qu'avait mises en exergue, qu'avait fait ressortir Melanie Klein. Et on sait très bien à quel point ça a été difficile à faire passer dans son milieu d'origine, puisqu'on l'accusait, on le sait très bien, d'être une néo-jungienne, en quelque sorte, à savoir des fantasmes qui étaient si originaires chez l'enfant que, d'une certaine manière, ils ne relevaient d'aucune histoire. Ils étaient constitutifs, si l'on peut dire, du processus même par lequel se construit une âme enfantine. Bon, et je vois très bien pourquoi on l'a accusé d'être néo-jungienne. On lui reprochait, en fin de compte, de retrouver la notion d'archétype, sans le dire. Encore qu'il faudrait s'interroger là aussi sur la notion de fantasme originaire et de voir ce que ça a à voir avec quelque chose qui est de l'ordre de l'archétype. Et de ce point de vue-là, je pense que l'enfant, effectivement, il y a des sortes de formations. Je ne voudrais pas me servir du mot de inné, parce que c'est toute la querelle de l'inné et de l'acquis dans laquelle je ne veux pas entrer, mais il y a des formations psychiques constitutives, en quelque sorte, qui entrent en dialectique avec son histoire personnelle, avec le milieu dans lequel il est plongé, donc avec sa famille, donc avec sa culture. On va parler d'inconscient collectif aussi, Michel Cazenave. Oui, l'inconscient collectif, oui. à condition qu'on reprenne exactement le mot dont se servait Robert Maggiori tout à l'heure, que vous citiez, c'est-à-dire qu'on comprenne bien que, c'est ce que dit Jung d'ailleurs à la fin du Mysterium Conjunctionis, ce qu'il appelle l'inconscient collectif, ce n'est pas un inconscient de groupe, ce n'est pas un inconscient ethnique comme généralement on le comprend, il le dit clairement, c'est la manière dont en psychologie il appelle ce que, autrefois, en philosophie, on appelait l'âme du monde. Donc je reprends exactement le terme de Maggiori. Je pense que c'est vrai, c'est l'âme du monde en tant que telle. C'est-à-dire cette âme en tant que puissance intermédiaire, si l'on peut dire, entre le grand X, appelons-le comme ça, pour ne pas lui donner d'autre nom, et nous en tant qu'humains. L'âme du monde dont Plotin a beaucoup parlé. Vous savez, si Jung renvoie si souvent à Plotin, ce n'est pas pour rien. Oui. Alors, tout de même, cette notion d'inconscient collectif, on n'a évidemment pas le temps de l'aborder, mais ce que Jung constate, je le cite là, c'est que la langue que parle l'enfant, elle est infiniment plus âgée que lui, et que, évidemment, par ce biais-là, peuvent passer ce que il appelle aussi des archétypes. Bien entendu, mais là-dessus, je pense qu'aussi il faut faire la distinction. Parce qu'on voit très bien comment Jung est dans l'idée que d'une certaine manière l'humanité a emmagasiné tellement d'expériences que on laisse les traces. Bon, d'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. En se rappelant d'ailleurs que dans Tout homme est tabou, Freud a exactement la même position. Bon, et je crois que c'est quelque chose dont scientifiquement aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Alors, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'aspect néo-kantien de Jung, c'est-à-dire qu'il fait des archétypes, des sortes de structures a priori
de l'imagination, ou la première préface à la critique de la raison pure, quand il parle d'une imagination transcendantale, d'une certaine manière, et où l'inconscient collectif, c'est pas quelque chose qui est beaucoup plus âgé, c'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de, je vais me servir d'un mot moderne, qui est de l'ordre de la structure. Voilà, merci Michel Cazenave. Je rappelle que vous êtes écrivain et producteur donc de l'émission notamment de France Culture Les Vivants et les Dieux qui est diffusée le samedi soir. Vous dirigez l'édition française des œuvres de Carl Gustav Jung et notamment le second volume de La réalité de l'âme intitulé Manifestation de l'inconscient qui doit sortir ce mois-ci au livre de poche. Je cite également donc l'analyse des rêves publiée en 2 volumes chez Albin Michel ainsi que sur l'interprétation des rêves et les rêves d'enfants. La semaine prochaine, nous débuterons notre série Éloge de la nudité avec l'écrivain Pascal Lenné, texte lu par Anne Kreis, à la console aujourd'hui Vincent Levotte, Les chemins de la connaissance, une émission de Jacques Munier préparée par Avril Ventura et Meryl Moneghetti, réalisée par Doria Zénine.